Bonjour à toutes et à tous. Mathieu et moi-même sommes ravis de vous retrouver pour ce webinaire sur les entretiens professionnels. Nous allons partager avec vous comment impliquer activement vos collaborateurs, comment les rendre acteurs au travers d'illustrations et de cas d'entreprise. Et le témoignage de Laura Reski, responsable des ressources humaines. Avant de partager avec vous le programme de ce webinaire, je vais laisser la parole à Mathieu qui, pour ceux qui ne nous connaissent pas, vont faire connaissance avec Mathieu sur ActiveForce. Merci Charlotte, j'espère que vous m'entendez tous et que vous allez bien. Donc effectivement, on voulait se présenter pour commencer, juste resituer. Donc nous, on est le cabinet ActiveForce. Cabinet ActiveForce, c'est un cabinet de conseil en ressources humaines généraliste qui existe maintenant depuis, je crois, plus de 35 ans. Historiquement créé à Tours, implanté dans la région centre et qui s'est développé maintenant avec des implantations dans toute la France et une quarantaine de consultants. Ce qui est intéressant d'avoir en tête, c'est qu'on a plusieurs activités, on intervient dans plusieurs champs, notamment on est cabinet de recrutement, donc pour aider sur la partie recrutement, acquisition de nouvelles connaissances, de compétences. On accompagne les entreprises sur la partie formation, notamment formation managériale, formation développement personnel et un certain nombre de formations ressources humaines. Et on conseille aussi sur la partie organisation RH. On a un troisième grand domaine d'activité qu'on appelle chez nous l'accompagnement des carrières et des transitions qui va justement toucher à tout ce qui est lié aux projets professionnels, aux évolutions, que ce soit dans l'accompagnement des salariés à travers des bilans de compétences, à travers du reclassement, mais aussi l'accompagnement des entreprises, comme on va parler aujourd'hui, sur tous les sujets qui peuvent toucher aux restructurations et aux mobilités, qu'elles soient internes ou externes. Et dans ce contexte-là, Charlotte et moi avons la chance de s'occuper de cette activité, moi pour la région centre et Charlotte pour l'ensemble de la France. Donc c'est à ce titre-là qu'on a envie d'intervenir sur les entretiens professionnels et de vous faire un peu part de notre retour d'expérience sur ce sujet. Alors au programme, on voulait partager avec vous, donc nous allons revenir dans un premier temps sur le déroulement de l'entretien et nous interroger sur la posture que l'on doit tenir dans le cadre de cet entretien, sachant qu'effectivement la posture à tenir est complètement différente effectivement de l'entretien annuel d'évaluation. Nous verrons comment vous pouvez préparer vos collaborateurs ou vos managers dans le cadre de cette conduite des entretiens. Et nous nous interrogerons aussi sur qui doit réaliser ces entretiens. Donc là, on vous fera part vraiment de nos expériences et des expériences de nos entreprises sur les acteurs qui doivent conduire ces entretiens et les choix qui peuvent être faits. Et c'est à cette occasion que Laura interviendra, puisque Laura Reski viendra partager avec vous l'externalisation de 2 campagnes d'entretien professionnel qu'elle a menées et pourquoi elle a fait ce choix-là. Voilà pour le programme. Revenons quelques instants quand même sur le cadre de l'entretien avant de rentrer un peu plus dans le détail sur la posture. Cela va faire maintenant 10 ans que cet entretien professionnel a été imposé aux entreprises pour tous les collaborateurs qui ont plus de 2 ans d'ancienneté et qui doivent être conduits aussi après certaines absences, avec la réalisation effectivement tous les 6 ans d'un état des lieux sur le parcours professionnel du collaborateur. Alors, l'objectif en fait d'avoir imposé cet entretien aux entreprises était de permettre aux employeurs d'agir sur l'employabilité des collaborateurs, d'agir sur le niveau et l'évolution des compétences dans un souci de compétitivité de leurs entreprises. Et puis, il a été mis en place aussi parce que, effectivement, vous avez sûrement vécu ça dans votre quotidien, les collaborateurs avaient tendance à dire « mon entreprise ne me propose rien, on ne m'a rien proposé, je vais voir mes RH, mais rien ne m'est proposé ». Eh bien, cet entretien professionnel aussi est là pour rappeler aux collaborateurs que l'acteur principal de sa gestion de carrière, c'est lui-même. Donc, vraiment, gardons en tête pendant tout ce webinaire ce fait-là. Et puis, il y a 6 ans, on a rajouté des éléments en se disant, mais finalement, pour rendre acteur des collaborateurs, il faut quand même que le collaborateur ait une boîte à outils et sache où se renseigner. Donc, on a demandé aux employeurs d'informer
on a obligé les employeurs d'informer les collaborateurs sur les dispositifs de formation, tels que le CPF, tels que le CEP, tels que la VAE. Donc finalement, on ne leur demande pas d'être des experts sur les dispositifs de formation, puis on partagera avec vous nos expériences, mais en tout cas d'en informer les collaborateurs. Quels sont les droits que vous avez, chers collaborateurs? Et on a demandé aux entreprises de réaliser, au cours des 6 dernières années, on leur a demandé de verrouiller 2 choses. Un, est-ce qu'ils avaient bien bénéficié des entretiens professionnels? Et la deuxième, c'est est-ce qu'ils avaient au moins suivi une formation dite autre qu'obligatoire? Ce qu'on appelle obligatoire, de manière très simplifiée, c'est celle qui permet d'exercer le métier sur lequel je suis. Donc, voilà, ces 2 éléments-là ont été rajoutés. Donc ça, c'était pour remettre le cadre de manière assez simplifiée. On avait envie de partager avec Mathieu le retour de nos clients sur ces entretiens professionnels et on vous a mis ça sous format de quelques chiffres. Je vais laisser Mathieu aborder les premiers. Puis... Oui, je vais continuer effectivement. Les entretiens professionnels sont peut-être effectivement moins dans l'actualité qu'ils ont été. On a maintenant 10 ans de retour d'expérience. Il y a eu tout un temps de mise en place et d'appropriation et on voulait partager quelques éléments aujourd'hui, quelques datas sur justement le déploiement, sachant que vous l'avez compris, pour nous, cet entretien professionnel, c'est un levier. C'est un vrai levier de management, de motivation. C'est un entretien qui est attendu par les collaborateurs ou en tout cas qui va répondre à des attentes. Et donc, on croit aujourd'hui que c'est un véritable levier sur lequel il faut s'appuyer et on voulait faire un état. Les premiers chiffres qu'on présente, 75 et 30%, c'est de mettre en avant que il y a un déploiement qui s'est fait de manière très différenciée en fonction de la taille de l'entreprise et que comme souvent, alors peut-être avec l'obligation légale, mais au-delà de l'obligation légale, parce qu'il y a peut-être les moyens pour le mettre en place. Aujourd'hui, plus de 75% des entreprises de plus de 250 salariés ont mis en place des campagnes d'entretien professionnel versus 30% pour les TPE. On monte un tout petit peu quand on se rapproche du seuil des 50, mais on voit déjà que c'est un outil, un dispositif qui s'est beaucoup plus déployé dans les grandes entreprises que dans les petites entreprises. Et ça, c'est peut-être une remarque en fonction de qui est présent dans ce webinaire et de l'importance aussi dans les petites entreprises de se poser la question du suivi et du management de ses collaborateurs. Un deuxième chiffre qu'on a voulu partager, l'obligation légale, c'est tous les 2 ans. Mais finalement, dans les entreprises, on a plus d'un salarié sur 2 qui a un entretien tous les ans. Donc, en fait, les grandes entreprises ont structuré, ont standardisé, souvent en complément de l'entretien finalement annuel. Derrière l'entretien annuel, j'enchaîne un module sur la partie entretien professionnel. Donc, pour ces salariés-là, c'est tous les ans que se pose la question de comment je me vois, comment je me projette et peut-être en termes de formation, sur quel sujet je souhaite me développer. L'entretien professionnel dans la même logique est finalement c'est différemment réparti en fonction que je sois un cadre ou un ouvrier. C'est un dispositif qui s'est plus naturellement aussi mis en place au niveau des cadres et on peut le regretter parce que voilà, on vous a noté aujourd'hui un cadre à 50% plus de chances d'avoir un entretien professionnel qu'un ouvrier. Et c'est une vraie peut-être interrogation pour les entreprises de se dire je passe peut-être à côté de quelque chose par rapport à des populations ouvriers, techniciens qui sont aujourd'hui un peu en dehors du dispositif. Donc voilà, des entretiens professionnels qui se sont mis en place, qui se sont déployés notamment au niveau des grandes entreprises, qui en ont fait probablement quelque chose en complément de l'entretien annuel d'évaluation, et puis des plus petites entreprises qui sont un peu plus en difficulté. On va voir peut-être aussi pourquoi pour le mettre en place. Et puis un public qui est moins touché, peut-être plus basse qualification. Et c'est dommage parce que les enjeux d'employabilité sont aussi sur les basses qualifications. Donc peut-être là un point de focalisation en fonction de vos entreprises. Charlotte, tu voulais continuer peut-être sur la deuxième partie ? Oui. Ce qu'on souhaitait aussi partager avec vous, c'est que 80% des collaborateurs qui ont cet entretien professionnel déclarent qu'une partie de l'entretien est réservée à l'évaluation sur leur poste. Donc, on voit ici un mélange entre l'objectif de l'entretien professionnel et l'objectif de l'entretien annuel d'évaluation, donc par celui qui finalement conduit cet entretien.
Et l'élément suivant va venir renforcer effectivement un manager sur 2 déclare ne pas se sentir à l'aise pour animer cet entretien. Donc, assez rapidement, va finalement basculer sur la notion d'évaluation et non pas de projet, comme nous verrons un peu plus tard. Donc, voilà, on a des managers qui sont pas à l'aise. Les verbatims qui peuvent ressortir, c'est finalement, c'est des sujets RH. C'est pas des sujets managériaux, c'est pas notre quotidien, c'est pas l'opérationnel. Donc, se sentent finalement pas à l'aise ou pas concernés par le sujet. Mathieu, peut-être le dernier chiffre? Oui, dernier chiffre, et puis peut-être une mise en perspective. C'est ce qu'on disait, ces entretiens, ils ont une utilité puisqu'on voit que 30% des entretiens aboutiraient à une formation. Alors peut-être que la formation aurait été prévue indépendamment de l'entretien. En tout cas, on voit une vraie utilité sur les entretiens avec cette partie formation. Et on a noté que de l'ordre d'un peu plus de 10% des personnes qui ont des entretiens ont soit une promotion, soit un changement de poste. Donc formation, OK. Et on voit quand même que dans 90% des cas, il n'y a pas d'évolution notable. Avant qu'on passe, je voulais peut-être refaire aussi une mise en contexte qui est importante pour nous sur notre partie carrière. Aujourd'hui, on dit que début 2023, post-Covid, 2/3 des salariés s'interrogent sur leur parcours professionnel et envisagent de changer de poste. Peut-être plus de la moitié des salariés aujourd'hui sont en veille et sont ouverts à des questions d'emploi. Et donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, ce sujet qui va être touché par les entretiens professionnels, il vient toucher nécessairement une préoccupation et une interrogation de l'ensemble des salariés. Et c'est aussi pour ça, c'est important de mettre le focus sur ce sujet-là, parce que parfois, on n'ose pas toujours ouvrir un petit peu le couvercle du projet, de ce qu'on a envie. Est-ce que ça va évoluer en interne, en externe? Mais en tout cas, ces entretiens se tiennent sur fond où beaucoup de salariés, une majorité de salariés s'interrogent et se posent une question d'évoluer soit de poste, soit de se reconvertir. Merci Mathieu. Mmh. Alors, les bénéfices de l'entretien professionnel. Alors, de manière un petit peu schématique, on a voulu partager des verbatims qu'on peut entendre, nous, dans notre quotidien quand on intervient sur les sujets de l'entretien professionnel. Vous avez effectivement ce que n'est pas l'entretien professionnel et pourtant, c'est des choses que nous, on peut entendre, qu'on avait envie de partager avec vous et que peut-être, voilà, ça va faire écho avec ce que vous viviez. Certains managers qui conduisent l'entretien disent, bah voilà, c'est une formalité. Pour répondre à la direction. On nous a demandé de mettre en place cet entretien professionnel. On a une perte de sens dans les propos là, qui sont partagés avec vous. Donc, là, c'est une fin en soi, c'est un document à remplir. Finalement, l'entretien professionnel, c'est l'entretien d'évaluation. Donc, on voit le mix, voire même la non-dissociation des 2 entretiens. Pour certains managers, ou en tout cas, là, on parle de manière plus opérationnelle, donc quand c'est conduit par les managers, mais c'est l'occasion de fixer des objectifs de service ou de faire un point sur un dossier. C'est l'occasion d'évoquer l'attribution d'une prime ou une augmentation de salaire. Et ce qui peut aussi ressortir, c'est que c'est l'occasion de recadrer mon collaborateur. Voilà, je fais l'entretien professionnel, on me demande de le faire. Il a été en arrêt pendant plusieurs mois, donc il faut que je fasse un entretien professionnel. Et c'est l'occasion de le recadrer. Voilà, donc ça, c'est des choses qui sont vraiment vécues par nos clients, qui ne sont pas à l'entretien professionnel. Donc à l'inverse, ce qu'on peut se dire, c'est que c'est un outil qui est au service du responsable, donc hiérarchique, du manager et du collaborateur ou du service RH, donc c'est le service RH qui conduit ces entretiens. C'est ce que Mathieu disait tout à l'heure. C'est un véritable temps d'échange et de dialogue. On s'éloigne du quotidien. On ne parle plus du quotidien, des objectifs, mais on parle bien du projet. Mathieu l'a évoqué tout à l'heure. C'est des choses qui sont périodiques, donc c'est un moment privilégié. On doit en faire, en tout cas, un moment de construction. C'est pour les managers, quand c'est conduit par les managers, c'est un vrai outil managérial, on y reviendra tout à l'heure. Et puis, c'est l'occasion pour les collaborateurs, pour faire écho à ce que disait Mathieu, d'exprimer dans cet entretien les souhaits, les projets qu'ils peuvent avoir, de les partager, de les co-construire.
On sait à quel point au niveau managérial, même si vous avez un collaborateur qui est extrêmement motivé, qui est performant, on sait que la motivation, à un moment, même s'il est très bon, elle peut redescendre. Donc, c'est aussi l'occasion de partager, de construire avec lui la suite de sa carrière et de l'interroger sur effectivement ses projets. Mathieu, je vais te laisser prendre le relais sur effectivement les bénéfices pour chacune des parties de l'entreprise. Et voilà, les bénéfices, les attentes. Alors, on peut remettre dans un enjeu. L'objectif de l'entreprise, c'est globalement de fidéliser ses collaborateurs, de les développer. L'objectif du salarié, c'est d'évoluer, mais aussi, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, il le fait sur un fond où il se pose un certain nombre de questions sur son évolution et qu'il va pouvoir partager ou pas partager avec son entreprise. Et l'entretien pro, pour nous, est l'occasion de pouvoir avoir cet échange, même si c'est un échange qui sera ouvert et qui n'est pas toujours dirigé, qui peut se diriger dans des directions qui ne sont pas écrites au départ. L'objectif de l'entretien, le bénéfice pour le salarié, Charlotte l'a dit, et c'est un point sur lequel on veut énormément insister, c'est de rendre le salarié acteur de son développement professionnel. L'objectif de ça, c'est aussi de le mettre en mouvement le collaborateur pour faire face à, comme l'a dit Charlotte, on ne propose rien. Qu'est-ce que vous avez comme poste ouvert pour moi? Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Le sujet de l'entretien professionnel et de son animation, ça va être aussi de le mettre en responsabilisation et de dire, voilà, qu'est-ce qu'on peut faire? Sur quoi on est prêt à s'engager? Qu'est-ce qu'on peut mettre en place comme démarche? Est-ce que tu as déjà pensé à faire ça ou ça? En tout cas, de mettre aussi en responsabilité le salarié, lui de s'exprimer sur ce qu'il a envie et sur cette base-là, pouvoir construire un développement professionnel dont il est acteur. Vous avez des salariés évidemment qui sont très matures dans leur projet, puis des salariés pour qui il y a besoin d'engager justement une réflexion, parce que ce soit pour lui ou pour vous, il y a besoin peut-être aussi d'aboutir à des projets qui sont construits et qui peuvent se mettre en place. On l'a dit ensuite, c'est vraiment un temps d'échange privilégié. Quand on est dans l'entretien d'évaluation, dis-nous, c'est plutôt le manager qui va parler, et même si on est dans un temps d'échange, qui va faire part d'un certain nombre de points, de satisfaction, peut-être d'insatisfaction, de points de progrès. L'entretien professionnel, c'est d'abord l'entretien du salarié, c'est un moment pour lui, qu'il attend ou qu'il attend pas, mais c'est un moment où lui doit s'exprimer. C'est en termes d'expérience salariée, c'est un moment privilégié et c'est particulièrement un moment d'échange où lui doit trouver une satisfaction et avoir le sentiment qu'il a pu exprimer ce qu'il avait envie de dire. Évidemment, les bénéfices, c'est quand même de donner de la visibilité sur les suites d'un parcours. Les salariés se posent cette question, comment je vais pouvoir évoluer, qu'est-ce qu'il y a comme possibilité, comment je peux développer mon employabilité. Donc, l'entretien professionnel, par la construction de projets, par la mise en place de programmes de formation, par la projection sur des évolutions, notamment des évolutions internes, il doit amener une visibilité par rapport à ce projet. Et ensuite, cet entretien pro, un des bénéfices, c'est aussi d'informer les salariés sur les différents dispositifs de formation et d'accompagnement. Aujourd'hui, un certain nombre de salariés peuvent se dire, voilà, j'ai envie peut-être un jour, je me mettrai à mon compte, peut-être j'irai faire des gîtes, j'ai envie de me reconvertir dans tel ou tel sujet, ou j'ai envie de devenir manager, j'ai envie de prendre des responsabilités, j'ai envie d'aller vers le commerce. Mais finalement, comment on fait? Comment on fait pour mettre en place ces différents projets, ces différents dispositifs? Et là, l'entretien pro, il sert à donner un premier niveau d'information et d'orientation. Toutes les réponses ne sont pas vers les ressources humaines et il y a un vrai travail à faire sur l'information, le bilan de compétences, le conseil en évolution professionnelle, le montage de projets de formation avec le CPF de transition, les PTP, enfin voilà, tout un jargon et toute une ingénierie sur lequel le salarié a besoin d'être guidé et orienté. Donc, lui, il doit construire, trouver des réponses par rapport à la construction de son projet professionnel. Évidemment, pour le manager, c'est un moment de valorisation et de motivation du collaborateur. C'est aussi l'occasion d'avoir la vision globale des compétences de l'équipe et de se dire, voilà, comment on peut évoluer, construire, qu'est-ce qui va nous manquer et comment on va pouvoir construire et identifier les besoins en formation. Ça nous fait le pan avec l'entreprise. Pour l'entreprise, le bénéfice, il est d'avoir cette vision globale. Il est de se dire, dans la construction de ma GEPP, dans la construction des parcours, dans l'évolution des métiers, j'ai des métiers qui peut-être vont disparaître, j'ai des métiers qui vont se créer, j'ai des nouvelles compétences qui sont attendues.
Donc, cet entretien professionnel, la capacité à exploiter l'ensemble des éléments qu'il y a dans ces entretiens professionnels, c'est une mine pour pouvoir faire de la projection. Et on voit qu'un certain nombre d'entreprises ont finalement une difficulté. Il y a une masse d'informations dans ces entretiens professionnels, mais est-ce que je suis capable de les exploiter, de construire des parcours de formation, des parcours de mobilité interne. Évidemment, ça vient nourrir la construction du plan de développement des compétences. Et puis, on redit parfois, on est sur des projets opérationnels, mais indépendamment des projets professionnels, c'est un moment qui doit favoriser l'implication et la motivation des salariés. Moi, je suis salarié, j'ai des choses en tête, j'ai des idées, je me pose des questions sur mon parcours, sur mon évolution, sur mes projets. Et je redis, interne ou externe. Et à un moment donné, ce que j'attends de cet entretien, c'est d'avoir le sentiment d'avoir pu m'exprimer et qu'en tout cas, je vais pouvoir avancer avec mon entreprise sur mes projets. Parfois, ils sont très définis, parfois, ils sont à construire, mais c'est un vrai levier d'implication et de motivation. Par défaut, quand on est dans les entretiens qui sont un peu chantés, quand on l'a traité, comme a dit Charlotte, de manière un peu administrative, quand on est habitué aussi avec son manager, parce qu'on se connaît bien finalement et qu'on est dans la répétition, c'est parfois une occasion manquée aussi de relancer de l'implication, de la motivation et de traiter certains sujets qui sont importants pour le salarié. Merci Mathieu. Nous passons à la suite. J'ai oublié de spécifier en introduction, mais si vous avez des questions, si vous avez des remarques, n'hésitez pas dans le chat à nous en faire part pour les commenter ou pour répondre à vos questions au fur et à mesure. On a schématisé les étapes de l'entretien professionnel avec effectivement des moments qui nous semblent, nous, vraiment clés pour en faire un rendez-vous réussi. La première étape, c'est effectivement la communication autour de votre campagne des entretiens professionnels. Vous avez possibilité de ne pas communiquer. Et là, malheureusement, ce qui se passe, c'est que les collaborateurs n'ont que peu préparé, les managers n'ont que peu préparé et finalement, le contenu devient une formalité. Donc, nous, on vous invite vraiment, c'est à soigner la communication autour de votre campagne. Donc, soigner la communication, ça nécessite d'une part que les acteurs concernés aient compris l'objectif de cet entretien. À quoi ça sert un entretien professionnel? Comment il va se dérouler? Qu'est-ce qu'on va attendre des parties? Comment on prépare cet entretien? Donc, effectivement, cette partie communication sur laquelle, effectivement, on va aussi retrouver la convocation. Vous allez convoquer vos collaborateurs en spécifiant la date, le lieu, l'heure. Ça, on vous invite, nous, en tout cas, à le faire au moins 15 jours avant. Vous allez aussi transmettre le support d'entretien professionnel. Mais il faut rappeler, au-delà de cette formalité qui est obligatoire, je vous rappelle de convoquer vos collaborateurs à cet entretien professionnel, c'est vraiment d'y mettre du sens. Pourquoi on a décidé de mettre en place cette campagne? Pourquoi on veut le mettre en place? Comment ça va se dérouler? Qu'est-ce qu'on attend de vous? Sinon, vous risquez de passer à côté du rendez-vous de l'entretien professionnel. Donc là, ce qu'il faut quand même que vous sachiez pour les entreprises qui sont qui aimeraient travailler ce point-là, vous avez des dispositifs qui existent pour lesquels vous pouvez avoir une prise en charge de tout ou partie qui s'appelle la PCRH, donc prestation de conseil en ressources humaines, sur lequel vous pouvez vous faire accompagner pour à la fois construire vos outils de communication et construire votre communication tout court, donc que ce soit l'information auprès de vos collaborateurs, l'information auprès des managers, les outils, les supports, si vous avez envie de retravailler en tout cas vos éléments. Donc ça, c'est tout à fait possible. Et puis, on vous invite aussi à prendre le temps, ou en tout cas que si c'est fait par le manager, qu'il y ait beaucoup de pédagogie autour du remplissage du support. Si on veut que les salariés soient acteurs, ça veut dire qu'ils aient préparé, qu'ils arrivent à l'entretien préparé, il faut que le manager soit en capacité de pouvoir expliquer le support, ce qui n'est pas toujours le cas. Donc, vraiment, on vous invite à faire de la pédagogie pour que le salarié qui est concerné, Mathieu l'a dit, par cet entretien, arrive avec un document qui est rempli. Donc, ça, ce sera en tout cas un élément qui vous permettra de savoir que la préparation a été positive si le collaborateur arrive avec un support rempli. Le temps de préparation, certaines entreprises, c'est pour partager avec vous, mais certaines entreprises, pour impliquer encore plus leurs collaborateurs, décident
de réserver un temps de préparation sur temps de travail. Alors, vous n'êtes pas obligé, hein, la loi ne l'exige pas, mais on a des entreprises, nous, qui décident de proposer aux collaborateurs qui le souhaitent de préparer leur entretien professionnel, donc durée de préparation qui peut être de 30 minutes, sur temps de travail. Comme ça évite aussi de je viens à mon entretien, je n'ai pas préparé parce que je n'ai pas eu le temps. Donc là, il n'y a pas d'excuse. Ensuite, la deuxième étape clé, qui est celle de l'accueil, nécessite aussi que la personne qui conduit l'entretien maîtrise bien l'objectif, qu'elle ait compris le sens. Puisque quand elle va accueillir son collaborateur, Mathieu le disait, le salarié est celui qui parle le plus. Hein, on est à 70-80% du temps de parole pendant cet entretien par le salarié. Donc, ça nécessite que l'accueil du collaborateur soit positif, qu'on ait bien compris, qu'on rappelle le sens de cet entretien pour responsabiliser le salarié qui est en face de nous. Donc, l'accueil est très important. Après, la conduite de l'entretien, on nous demande souvent combien de temps doit durer un entretien professionnel. Il dure entre 30 minutes à 1 heure. Ça dépend s'il est fait tous les ans ou tous les 2 ans. Ça dépend si le collaborateur a des choses à dire. Voilà, entre 30 minutes à 1 heure. Nous, ce qui nous semble quand même important, c'est que dans l'introduction et dans l'accueil, bien rappeler aux collaborateurs que le contenu des échanges, il est confidentiel. Que ce soit avec un manager, que ce soit avec le RH ou avec, si vous faites le choix de l'externalisation avec quelqu'un d'extérieur, que le contenu des échanges reste confidentiel. Parce que finalement, on s'éloigne du quotidien et on va partager quelque chose d'un peu plus personnel sur le collaborateur, son parcours, qui il est, qu'est-ce qu'il a envie de faire. Donc, bien rappeler que tout ne sera pas écrit. On parle d'un support qui est co-signé, mais tout n'est pas forcément écrit. Donc, on est vraiment sur un moment de partage. Donc, ça nous semblait important pour en faire un moment privilégié en tout cas. Ensuite, sur le séquençage de l'entretien, on va d'abord parler du passé. Qu'est-ce que le collaborateur a fait jusqu'ici? Qu'est-ce que tu as fait? On va peut-être découvrir aussi des choses, que ce soit les RH ou le manager, on va peut-être découvrir des compétences que le collaborateur a développées avant de rentrer dans notre entreprise, que nous ne connaissions pas. Donc, c'est aussi l'occasion de retracer le parcours du collaborateur. Et puis ensuite, deuxième partie de l'entretien, c'est de se projeter. Quel projet a le collaborateur? Quelles sont les actions à mettre en œuvre? Les échéances qui peuvent être associées? Alors, quand on parle de projet, un projet, c'est pas forcément partir à l'extérieur. Se poser des questions, c'est pas forcément tabou. Un projet professionnel, ça peut être de continuer, de poursuivre ma montée en compétences sur le poste que j'occupe aujourd'hui. Parce qu'il me plaît, parce que je vois que j'ai encore de la marge de progression. Ça peut être ça, un projet. Donc ça, je rassure parce que ça inquiète souvent les managers ou les RH, cette notion de il faut définir un projet. Un projet, ça peut être simplement de poursuivre. Et puis enfin, on vous l'a dit ici, il faut informer sur les dispositifs de formation et d'accompagnement, donc à cette occasion de cet entretien. Donc, je vais informer mes collaborateurs. Je les informe, ça ne veut pas dire qu'il faut que je maîtrise les dispositifs. Donc là, par expérience aussi, pour partager avec vous, on a des entreprises qui font le choix, nous on organise des réunions d'information sur les dispositifs de formation. Quand ils savent qu'ils vont mener une campagne d'entretien professionnel, font appel à nous pour venir communiquer auprès de l'ensemble des collaborateurs et des managers sur les dispositifs de formation. Comme ça évite aussi aux managers ou aux RH, parce qu'encore une fois, le champ de la formation a beaucoup changé ces dernières années, ça permet d'être vraiment, d'être sur les sujets d'actualité, sur les dispositifs de formation, et puis d'avoir informé sur la boîte à outils dont le collaborateur a la responsabilité. Dernière étape, c'est la conclusion. Donc, on conclut, on co-signe ce document. Un exemplaire est pour le collaborateur, l'autre exemplaire pour le dossier du personnel. On vous invite vivement, si vous voulez que ce soit un moment privilégié et qu'il y ait de l'utilité, à en assurer un suivi. Ça ne suffit pas de dire aux collaborateurs on sens tes besoins, on a envie de t'accompagner et que derrière il ne se passe rien. Ça peut être la déception de certains collaborateurs qui ont exprimé effectivement avoir partagé des choses, avoir été compris, entendus et que finalement il ne se passe rien, ou plus aucune nouvelle, que ce soit du service RH ou du manager derrière. Donc attention dans le suivi. Ça veut dire aussi ne pas valider ou prendre pour argent comptant les projets professionnels, ni réalistes, ni réalisables. Parce que sinon, vous allez créer du rêve. Donc, il faut aussi pouvoir dire lors de cet entretien le réalisme du projet, la faisabilité, il faut du courage
qu'il soit managériel ou RH ou extérieur, mais en tout cas, il faut du courage quand on a des typologies de projets qui sont peu construits. Voilà pour les étapes clés de l'entretien. Bonjour à Laura qui nous a rejoint. On va terminer avant de passer la parole à Laura sur effectivement la posture coach qui doit être tenue pendant cet entretien. Mathieu? Oui, on voulait enchaîner sur ce point qui est important. Charlotte vient de vous présenter toutes les étapes, le formalisme de cet entretien professionnel qu'il est important évidemment de respecter et de fonctionner. Mais après, une fois ce formalisme mis en place, ce qui fait le cœur de l'entretien, c'est bien l'animation, la conduite de l'entretien. Et pour cet entretien-là, encore plus que pour d'autres, on va attendre une posture dite une posture coach. Une posture coach, c'est quoi? C'est en fait le coaching, on dit c'est la maïeutique, c'est le fait de faire accoucher l'autre de ce qu'il a en lui. Donc c'est une posture qui va plutôt être basée sur le questionnement et l'écoute. Et c'est un point clé, on l'a dit tout à l'heure, c'est un entretien qui est au service du collaborateur, au service de son projet, au service où il va être au centre, où on va lui demander de s'exprimer. Et donc dans l'animation de cet entretien, on va attendre effectivement une posture un peu exploratoire, une posture de questionnement. Et souvent, et on va en parler un peu derrière, cette posture, elle n'est pas habituelle, surtout quand on est dans la relation managériale, où on est très opérationnel, où on se connaît et où parfois on va un peu projeter. Donc, pour que l'entretien professionnel il soit réussi et qu'il soit un temps fort, on va attendre cette posture coach. Alors, on a noté, c'est quoi? C'est susciter, encourager, accompagner la dynamique personnelle du collaborateur. C'est centré sur lui, c'est centré sur sa dynamique, sur sa construction. C'est une posture qui va demander effectivement plutôt d'aider le collaborateur à identifier un projet cohérent avec ce qu'il est. On va essayer de ne pas plaquer des projets de l'extérieur. On verra tout à l'heure, des projets qui arrangeraient le manager, qui nous arrangeraient. On va essayer d'aller chercher par le questionnement, par cette écoute, une expression chez notre collaborateur qui soit vraie, puis on va l'aider à construire. Il y a cette idée effectivement qu'on va aussi lui accorder du temps, c'est à lui de s'exprimer, on va lui demander comment tu vois les choses. Est-ce que tu as déjà réfléchi à ça? Tu nous avais parlé l'année précédente ou il y a 2 ans de ce projet, est-ce qu'il a avancé? Comment est-ce que nous, on peut t'aider? Est-ce qu'il y a des choses que tu as mis en place? Est-ce que tu as déjà réfléchi à ça ou à ça? Est-ce que tu as déjà rencontré telle personne? Est-ce que tu as besoin que l'on te présente les opportunités qu'il peut y avoir en interne? Est-ce qu'il y a des questions que tu t'es posées? Est-ce que tu connais les dispositifs? Est-ce que tu as déjà envisagé de réaliser un bilan de compétences? De partager aussi en tant qu'accompagnateur un certain nombre de conseils, mais qui sont des conseils qui doivent aider dans la construction de projets. Donc, cette posture de coach, c'est effectivement d'accompagner le collaborateur en fonction de ses attentes, de ses compétences, de ses motivations. Donc, c'est d'arriver à partir de lui, de le faire s'exprimer. C'est de l'aider à trouver ses propres solutions, c'est-à-dire à rendre acteur. On a utilisé plusieurs fois ce terme-là. C'est pas moi qui vais faire non plus à ta place. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait mettre en œuvre? Comment on peut avancer? Tu nous parles de ce projet. Est-ce que tu as déjà été rencontrer quelqu'un? Est-ce que tu as déjà vu un centre de bilan de compétences? Est-ce que tu as besoin qu'on te mette en relation avec certaines personnes pour des projets extérieurs? Est-ce que tu as besoin qu'on te présente les projets de l'entreprise? C'est s'appuyer sur les points forts du collaborateur. Et effectivement, Charlotte l'a dit, en tenant compte des possibilités d'emploi offertes par l'entreprise. Alors moi, je tiens un discours là qui est très ouvert en disant qu'effectivement, la construction d'un projet, par principe, on ne le connaît pas toujours. Parfois, il s'inscrit complètement dans le déroulement de l'entreprise. J'ai envie d'évoluer, j'ai envie de devenir manager. Mais parfois, ça peut être aussi l'expression d'un projet personnel que le collaborateur va mettre en œuvre ou pas, mais qu'à un moment donné, il a aussi besoin d'exprimer et besoin de travailler. Après, d'une manière plus basique, c'est l'occasion de présenter les opportunités en interne, les passerelles, les dispositifs qui sont mis en place d'accompagnement et de formation. Ce que n'est pas la posture de coach dans le cadre de cet entretien, c'est l'idée effectivement de construire le projet professionnel à la place de son collaborateur. Oh, tiens, toi, à mon avis, je te verrais bien responsable d'équipe, et puis ça tombe bien parce que là, on a un chef d'équipe qui va partir à la retraite dans 2 ans. Donc moi, à mon avis, chef d'équipe, ça tirait très bien. Est-ce qu'on en est sûr? Est-ce que ça arrange plus le collaborateur ou le manager? Est-ce que si je plaque à un moment donné un projet sur un collaborateur mais qu'il ne se l'approprie pas, est-ce que j'ai pas aussi un risque de départ in fine? Ça va peut-être pas se dire. Donc en tout cas, c'est au collaborateur de s'exprimer aussi, de faire des pas pour avancer vers un projet. C'est effectivement pas au manager
ou celui qui anime cet entretien de tellement plaquer lui ses solutions. À mon avis, par rapport à ça, tu devrais faire ça. Oui, mais est-ce que ça m'arrange moi ou est-ce que ça l'arrange lui? C'est d'essayer d'être dans l'ouverture, dans le questionnement et effectivement d'accueillir ce qui est possible. Si on enchaîne sur la diapo suivante, peut-être pour se dire cette posture de coach. Alors, quand ce sont les managers qui animent ces entretiens, évidemment que la notion de posture coach chez les managers, c'est une posture qui est recherchée, c'est une compétence qu'on souhaite développer parce que dans un certain nombre d'entretiens, et notamment sur la partie RH humaine, elle est évidemment très attendue. Donc, l'entretien professionnel, c'est l'occasion de former ou de développer, de chercher à développer cette posture. Mais on sait aussi que cette dimension de coach, elle sera utile pour le manager dans un certain nombre de situations. On resitue la posture coach, effectivement, une attitude ouverte et authentique. Voilà, je suis dans l'accueil et puis je peux m'exprimer avec sincérité, avec honnêteté. C'est rendre acteur, c'est encourager. Oui, tu as envie d'évoluer, on peut t'accompagner. Il y a des choses qui sont possibles. Tu peux réussir. Donc c'est aussi voilà d'aller soutenir, encourager, accompagner sans assister. Ça veut dire être à disposition, mettre des choses possibles en place, mais ça n'est pas faire à la place. Comment je peux t'aider? Comment on peut t'aider? Questionner pour comprendre. Tu me dis que ça fait plusieurs années que tu es sur ce poste, que tu sais pas bien comment évoluer. Qu'est-ce qui est important pour toi? Est-ce que tu as déjà réfléchi à une situation? Tu m'as parlé plusieurs fois que peut-être tu avais une maison à la campagne. Tu as dit, est-ce que concrètement, tu sais déjà si à un moment donné, dans quelques années, tu vas être amené à déménager? Est-ce que tu veux aller sur ce sujet? Voilà. C'est écouter activement, ça veut dire la base de la posture coach, c'est l'écoute permet à l'autre d'exprimer et d'aller un peu plus loin et d'aller au bout de son expression. Et puis, c'est ne pas juger, respecter. C'est un entretien, c'est un questionnement qui est ouvert, où on accueille et où quelque part, en tant qu'animateur, je prends le risque de recevoir ce que la personne elle a à me raconter. On va co-construire ensemble, mais c'est une posture d'ouverture. Donc, un des critères de réussite de cet entretien professionnel, c'est d'être capable d'être dans ce questionnement, dans cette écoute, dans ce conseil bienveillant, d'amener du conseil dans la mesure où on le peut et surtout de proposer des solutions en incitant la personne à construire. Ça fait un certain nombre de fois qu'on évoque voilà, une envie de changer. Est-ce que tu as mis des démarches en place? Est-ce que tu sais par quoi tu pourrais commencer? Oui, je ne sais pas, je voudrais voir, je me demande peut-être un jour aller vers les métiers de l'artisanat. Ok, est-ce que tu t'es déjà renseigné? Non. Est-ce que à un moment donné, tu veux faire cette démarche? Est-ce que tu as besoin que nous, on t'aide d'une façon ou d'une autre? Je me demande si je peux devenir manager. Voilà, ça fait, je sais pas si je vais y arriver, puis ça serait des anciens collègues. Ok. Comment est-ce que nous, on pourrait t'aider? Est-ce que ça pourrait être intéressant si on faisait ça? Est-ce que tu voudrais rencontrer quelqu'un pour pouvoir en échanger? Donc, c'est d'être dans la proposition et dans le questionnement. Voilà. Cette posture coach, elle est vraiment clé sur l'animation de cet entretien si on veut à la fois que le projet il avance et en même temps avoir, à mon avis, une expérience encore une fois salariée qui est satisfaisante. J'ai fait un peu long, mais je passe. Merci. On en arrive finalement à se poser la question de qui doit conduire les entretiens professionnels. C'est vrai qu'avec Mathieu, on a abordé, on parle de manager, parfois on parle de RH, on a parlé de la notion d'externalisation. Finalement, les trois possibilités, vous avez ces trois possibilités. Peut-être que certains d'entre vous ont testé plusieurs possibilités. La dernière étant peut-être la plus, voilà, celle que vous connaissez le moins. C'est pour ça qu'on a eu envie d'accueillir Laura qui en a fait l'expérience. Alors, juste revenir quand on décide effectivement que les entretiens seront conduits par les managers. Nous, on vous invite en tout cas à les accompagner, on vient de se le dire. Ce n'est pas une posture naturelle que celle de développer le coach. Le quotidien est là. Moi, je suis manager, j'ai besoin d'atteindre mes résultats. Finalement, ça m'arrange moyen si mes collaborateurs ils se posent trop de questions parce que soit ils sont très très bons, ou à l'inverse, je suis manager, j'aimerais bien finalement qu'ils aillent voir ailleurs.
Donc, je vais être d'accord avec tout ce qu'ils veulent sur leur projet. Comme ça, si ça pouvait, ils pouvaient changer de service, ce serait vraiment bien. Donc, on a ces deux cas de figure-là qui ne viennent absolument pas servir ni le collectif de travail ni l'entreprise. Donc, effectivement, pour continuer à ce que l'entreprise garde une dynamique, hein, rappelons-nous ce qu'on s'est dit tout à l'heure, les entretiens pro, ils viennent finalement dynamiser la GEPP. Ça veut dire que ma gestion prévisionnelle, il faut que mon entreprise elle soit dynamique, j'ai une stratégie à développer. Maintenant, il faut que les hommes et les femmes s'inscrivent dans la stratégie de mon entreprise. Donc, comment la garder en mouvement? Il faut que mes managers, finalement, identifient, alimentent, soient proactifs aussi lors de cet entretien pour obtenir le mieux de mes collaborateurs. Donc, nous, on vous invite vraiment, c'est à former vos managers. Ça, c'est une chose. Par vous-même ou par l'extérieur, hein, puisque le service ressources humaines peut être tout à fait à même, et dans certaines entreprises, en fait, le service ressources humaines met en place des formations dispensées par eux-mêmes sur cette sensibilisation RH, hein, des entretiens professionnels. Et puis, la deuxième partie, c'est effectivement de sensibiliser les managers sur les dispositifs de formation pour éviter je dois te dire ça, mais je ne sais pas ce que c'est. Donc, ça permet effectivement qu'eux se sentent plus à l'aise. Ensuite, deuxième possibilité, les équipes ressources humaines. Donc là, on est dans un cœur de métier avec un regard extérieur, on s'éloigne du quotidien par la conduite de ces entretiens. Là, vous avez plusieurs leviers, on l'a dit tout à l'heure. La prestation de conseil en ressources humaines, elle peut vous permettre d'affiner votre communication, d'être épaulé, d'être accompagné. Donc là, avec une prise en charge tout ou partie par vos OPCO. Et puis, la deuxième chose qu'on s'est dit aussi ici, n'hésitez pas à demander de l'aide, en tout cas un appui technique sur des réunions d'information sur les dispositifs de formation, parce que ça permet effectivement de faire appel à un expert extérieur sur l'actualité et sur effectivement les dispositifs. Et puis, la troisième chose, c'est peut-être le choix de l'externalisation vers un expert en gestion de carrière. Alors, avant de passer la parole à Laura, 2-3 petits mots. Pourquoi externaliser les entretiens pro? Ce qui ressort généralement en fait de nos clients qui externalisent, d'abord, c'est le gain de temps. On se l'est dit tout à l'heure, il y a toute la partie communication, il y a toute la partie organisation. Plus j'ai de salariés, plus il faut que j'optimise mes plannings. Donc ça, c'est pris en charge. Le gain de temps aussi, parce que le temps de passation de ces entretiens, entre guillemets, c'est entre une demi-heure et une heure. On s'est dit tout à l'heure, multiplié par le nombre de salariés. Donc effectivement, on a un gain de temps et de ressources, parce qu'effectivement, faire appel à un expert, c'est des experts qui sont d'abord au fait sur les dispositifs de formation et d'accompagnement. Mathieu l'a dit tout à l'heure, c'est des experts dont le métier est de faire de l'accompagnement. Donc, on est vraiment sur une posture coach à évoquer tout à l'heure. Et puis, ça permet aussi d'avoir un regard neuf, une écoute qui est bienveillante sur un parcours ou sur un projet, tout en ramenant à la réalité. Parce que les projets, s'ils ne sont pas réalistes et réalisables, d'être extérieur et d'être un expert en gestion de carrière permet de dire à un collaborateur, est-ce que vous vous êtes posé la question d'eux? Est-ce que vous avez enquêté? Mais qu'est-ce qui vous amène à penser que vous allez en être capable? Sans forcément que ce soit un jugement managérial ou entreprise. Ils ne veulent pas et qui risque d'être interprété par ils ne veulent pas que. Donc là, ça permet effectivement de rappeler aussi avec rondeur aux collaborateurs qui disent voilà, je veux faire ci, je veux faire ça, de rappeler aussi c'est et vous, qu'avez-vous apporté à votre entreprise? Donc, avec rondeur, on va rappeler aux collaborateurs que c'est lui le gestionnaire de sa carrière et que s'il s'inscrit en mobilité interne, il faut aussi qu'il appelle une entreprise qui est capable de lui apporter. Et puis, je vais aussi partager une expérience parce que vous avez peut-être des cas comme celui-ci. Quand on conduit nos entretiens professionnels, vous pouvez identifier des personnes qui sont en situation de fragilité ou qui reviennent d'un congé d'arrêt maladie ou qui ont une maladie qui peut s'aggraver avec le temps. L'approche, en fait, gestion de carrière permet aussi aux collaborateurs d'aborder des questions en toute simplicité, en évoquant des sujets qui peuvent ne pas être faciles quand on manage au quotidien ou quand on connaît avec la casquette RH les collaborateurs. Donc, ça permet aussi d'inciter les collaborateurs à se poser des questions. C'est pas parce qu'on se pose des questions qu'on n'aime pas son entreprise. C'est pas parce qu'on se pose des questions qu'on veut quitter son entreprise.
anticiper, ça permet de ne pas subir ce qui pourrait arriver. Donc, voilà, je parle de ces situations-là parce qu'on en a quand même, voilà, on va dire de plus en plus. Et en tout cas, c'est des situations qui ne sont pas faciles à gérer, ni pour les entreprises, ni pour les RH, ni pour les salariés. Donc voilà, lors de ces entretiens, ça peut être l'occasion de l'aborder. Et puis enfin, une dernière chose, on n'en a pas du tout parlé parce qu'il ne faut pas que ce soit une motivation, mais néanmoins, voilà, la pénalité de 3 000 € pour les collaborateurs qui n'ont pas d'entretien professionnel, donc d'abondement. Donc effectivement, voilà, ça peut être un bon moyen aussi de pas payer 3 000 € par salarié. Voilà, ça coûte aussi moins cher pour une entreprise de l'externaliser. Je vous propose, Laura, vous avez fait appel effectivement pour conduire votre campagne d'entretien pro à 2 reprises. En fait, ce qui pourrait être intéressant de partager avec nos participants, c'est qu'est-ce qui vous a amené, vous, entreprise, à avoir envie d'externaliser vos entretiens pro, et est-ce que ça fait écho par rapport à ce qu'on vient de se dire là à l'instant, ou est-ce qu'il y avait d'autres raisons qui vous ont poussé à faire appel à l'externalisation des entretiens? Alors, ça fait tout à fait écho, effectivement, à ce que vous venez de dire. On avait un contexte un peu particulier où la réglementation est arrivée. L'entreprise n'était pas forcément ultra développée au niveau RH. Moi, quand je suis arrivée, le service RH, c'était essentiellement faire la paye, l'administration du personnel et pas beaucoup plus. Donc, du coup, ça s'est développé au fil du temps. Donc, moi, je suis arrivée en 2018. Déjà, on n'était pas dans les clous à ce niveau-là. Et il y avait aussi une culture d'entreprise, une culture managériale qui faisait que c'était pas accepté au niveau des managers. Donc, on a essayé d'introduire l'entretien professionnel en disant, bah voilà, vous pouvez recevoir les salariés de vos équipes et faire dans la foulée de la campagne, par exemple, des entretiens annuels. Ça a été très, très mal accueilli. Ça n'a pas été compris. Les réactions, c'est moi, je suis pas RH et moi, je comprends rien et moi, je saurais pas quoi lui répondre. Donc, du coup, il a été décidé de reprendre la main au niveau RH et de les mener nous-mêmes, finalement, ces entretiens professionnels, sauf qu'en termes de charge de travail, c'était énorme, finalement, de rencontrer près de 220 personnes par an pour une équipe de 5 personnes, dont 3 qui n'étaient pas du tout sur ce périmètre-là. Donc voilà, donc très vite, effectivement, la solution de l'externalisation nous a paru plus judicieuse. Donc effectivement, pour un gain de temps, aussi, bon, comme vous l'avez dit, c'est pas censé être la motivation principale, mais il y a quand même une réalité réglementaire qui fait qu'on peut être pénalisé et qui coûterait finalement très cher à l'entreprise. Et puis, ça rentrait aussi dans le cadre du développement du service RH, de travailler, la volonté de travailler sur la carrière, l'accompagnement des salariés, etc. Et cet entretien professionnel, effectivement, c'est un outil, ça fait sens, ça nous donne des billes pour travailler efficacement. Donc voilà. Ce qui s'est aussi révélé finalement lors de la deuxième campagne, quand on a fait appel à ActiveForce une deuxième fois, parce qu'on a été très satisfait de notre première collaboration, c'était aussi de se dire, on est dans une petite structure, on connaît très bien les gens, parce qu'on échange au quotidien et que finalement on connaît les problématiques de tout le monde, hein, que ce soit professionnel ou personnel. Et c'est vrai qu'on se rend compte que finalement notre parole, nos conseils ont parfois peut-être sont moins entendus que si ça venait d'une personne extérieure que le salarié ne connaît pas. Donc là, il fait face à la personne, il raconte sa situation et moi, j'aimerais faire ci et mon projet, c'est ça, etc. Et là, il a un retour de quelqu'un qui ne connaît pas du tout et qui, du coup, n'a pas de part d'un jugement neutre. Hein, voilà. Et du coup, c'est mieux entendu. Ça, c'est ce qu'on s'est aperçu. Là où nous, plusieurs fois, on a répété des choses, mais attention, tu es sûr que c'est cohérent, il faut que toi aussi, tu fasses tes démarches, que tu sois acteur, etc. C'était des choses qui n'étaient pas entendues, qui n'étaient pas comprises. Et le fait que ça a été dit par ActiveForce, on a eu un vrai changement de comportement sur la plupart des salariés qui ont commencé à prendre les devants et effectivement à devenir un peu plus acteurs de leur carrière. Donc ça nous a beaucoup aidé aussi dans l'avancée dans le déploiement de notre GEPP. Et aussi dans toute la partie échange avec les salariés, accompagnement, parfois même RPS, parce que ces choses-là peuvent générer aussi
une souffrance. Donc ça a été un gros plus pour nous. Peut-être exprimer avant le démarrage de la campagne, parce tout à l'heure, on a dit finalement pour conduire les entretiens professionnels, c'est bien de connaître l'entreprise parce que ça permet de connaître les métiers, ça permet peut-être parler de ce qui s'est passé avant de conduire cette campagne, parce qu'on n'est effectivement pas arrivé et puis on n'a pas mené tout de suite. Peut-être parler du cadrage et de ce que vous avez partagé avec nous pour qu'on finalement soit à même de représenter l'entreprise aussi. On a eu effectivement plusieurs points de cadrage, hein, où vous avez quand même une présentation de l'entreprise, des métiers, du contexte, de l'historique, etc. On a eu plusieurs échanges en ce sens. Alors, ça fait un petit moment, donc j'ai plus le souvenir sur les premières rencontres, si j'avais été le seul interlocuteur ou s'il y avait eu une autre rencontre. Je ne sais plus si vous aviez été amené à rencontrer notre secrétaire général. Non? D'accord. Non, ok. Je me souviens plus. D'accord. C'était avec moi essentiellement. Mais effectivement, oui. Et de toute façon, c'était une volonté de votre part et une condition, j'ai envie de dire, de votre part, parce qu'effectivement, vous vouliez pas intervenir sans bien comprendre le contexte de l'entreprise et pourquoi cette démarche et voilà, quel moi aussi était mon ressenti. Vous étiez beaucoup axé là-dessus. Et même au fil de l'eau, au fil de la campagne, on avait quand même régulièrement des points sur voilà, on a fait tant d'entretiens, la tendance c'est plutôt ça, attention, on a l'impression que on a beaucoup d'avis qui vont dans ce sens-là, est-ce que c'est normal, est-ce que les salariés expriment beaucoup ces choses-là, donc c'est vrai que ça nous a permis, même nous à notre niveau, de nous remettre un peu en question et de recadrer certaines pratiques et d'avoir une vision un peu plus complète aussi de la situation. Et puis pour nous, ça a été extrêmement utile de bien comprendre les métiers, de comprendre les passerelles, de comprendre les orientations, les attendus aussi de l'entreprise, pour éviter justement pour réajuster peut-être certains collaborateurs qui partaient dans des projets qui étaient complètement irréalistes, en tout cas par rapport aux attentes de l'entreprise. Alors, c'était pas de dire que les projets étaient irréalistes, mais en tout cas, dans le contexte de l'entreprise actuelle, les besoins n'étaient pas là. Voilà. Donc, il valait mieux anticiper et se renseigner peut-être sur d'autres choses et inviter le collaborateur. Et on n'a pas eu de situation de personnes réfractaires qui sont sorties en disant ils n'ont pas été d'accord. L'objectif, c'est vraiment pas de mettre en difficulté l'entreprise, c'est pas de vendre du rêve, c'est pas de freiner, c'est d'encourager la réflexion, mais qu'elle soit vraiment réaliste et réalisable pour l'entreprise, parce que sinon après ça peut générer effectivement des frustrations et ça n'a pas été le cas. L'objectif, c'est que surtout, ça ne génère pas plus de travail derrière au niveau RH pour la suite. Donc voilà. Et puis après, peut-être Laura parlait aussi. Fort apprécié. Pardon. Ah oui, je vous en prie. Allez-y. Oui, je voulais aussi parler de la prise en charge vraiment administrative, parce que la lourdeur aussi, c'est toute la partie organisation de ces entretiens. Vous avez parlé de 200 et de 160 pour la deuxième campagne. Voilà, ça demande du travail de convoquer, d'organiser. C'est ça. Alors effectivement, sur la première campagne, on était plutôt parti dans l'optique de nous, on va planifier et Actiforce reçoit les personnes en fonction des dispos des différents consultants. On s'est très vite rendu compte, à notre niveau, en tout cas RH, que c'était un énorme boulot et du coup, effectivement, c'est vous qui avez pris en charge cette planification. Donc, vous avez contacté directement les salariés, vous avez convenu des plannings avec eux, vous avez géré les aléas de planning. On avait du coup des reportings toutes les semaines de mémoire, de tous les entretiens accomplis, de qui ne s'était pas présenté, etc. Et ce qui a été ce que je voulais dire tout à l'heure, du coup, très apprécié et très confortable pour nous, c'était aussi le briefing final avec votre appréciation de la situation, le petit tableau qui récapitule j'ai rencontré Machine, voilà, son projet, c'est ça. Enfin, voilà. Du coup, nous, on avait vraiment notre tableau de bord, clé en main, et c'est vrai que ça a été un gain de temps considérable, et ça nous a beaucoup soulagé au niveau administratif et au niveau de gestion de toute la campagne, quoi. Merci, Laura. Justement, peut-être continuer sur encore 2-3 petits mots pour partager, parce que là, on a la parole de RRH, responsable ressources humaines.
Juste pour partager certains de nos clients, donc on a eu des représentants du personnel donc qui, eux, disent aussi, voilà, ce qui nous a plu, en fait, c'est qu'on a eu un regard neutre. Ils savent rien sur nous. C'est des experts en gestion de carrière, donc ils sont pas là pour juger par rapport à notre travail, par rapport à notre poste actuel, par rapport à ce que notre histoire dans l'entreprise. Donc ça a été apprécié par les salariés, ce regard neutre, le fait de pouvoir échanger librement, que tout ne soit pas forcément écrit, mais que tous les conseils puissent être pris et les questions posées. Des comités de direction, je pense qu'on l'a senti dans vos propos aussi, Laura, qui disent, mais finalement, c'est l'occasion de prendre une photo de l'ambiance aussi générale des choses. Vous avez parlé de RPS, il y a peut-être des sujets, il faut qu'on soit vigilant et on a pu déceler 2-3 situations de personnes un peu fragiles. Voilà, c'est aussi l'occasion de pouvoir se dire les choses, c'est l'occasion d'apporter en tout cas une photographie vraiment globale de l'entreprise. Et puis effectivement, on a aussi, ce qui peut être intéressant de partager avec Mathieu, c'est qu'on a des entreprises qui font pas forcément le choix d'externaliser la totalité de leurs entretiens pro. On peut avoir des entreprises qui, finalement, c'est un peu ce qu'on a envie de partager en synthèse, mais qui peuvent faire le choix d'externaliser qu'une partie de leurs entretiens. Donc, on a eu des entreprises, pour l'illustrer, qui ne font que leur comité de direction, par exemple. Ils s'externalisent que pour leur comité de direction. On en a d'autres qui n'ont externalisé que pour leur population non cadre. On a d'autres entreprises qui ont décidé, comme Laura, de mettre la totalité. Donc, c'est vraiment un choix d'entreprise, mais qui doit avoir un objectif, en tout cas pour vous, de test, voilà, et puis de gain de temps. Je pense que Laura l'a signalé tout à l'heure. Peut-être, Mathieu, est-ce que tu veux rajouter quelque chose avant que je fasse la conclusion ? Bon, le temps file, donc pas tellement. Tu as déjà beaucoup dit. Je trouve que le témoignage de Laura, il montre une évolution qui est qu'à un moment donné, évidemment que former les managers, c'est le premier point d'entrée. Mais on constate à un moment donné que parfois ça touche aussi sa limite. Et donc on voit bien à travers le témoignage que le fait de basculer sur l'externalisation, on est dans autre chose, alors qu'il y a un coût, mais qu'il y a aussi vraiment des bénéfices. Et peut-être dire à tout le monde que ça va dans le sens de quelque chose qu'on perçoit et qu'on promeut, que les entreprises aussi se dotent un peu de gestionnaires de carrière interne et sont appuyés à des moments sur ces questions de gestion de carrière par des partenaires internes, mais pas plus à ce stade. Donc, en synthèse, Mathieu, ce qu'on peut retenir, c'est soit c'est mes managers et il faut que je les accompagne, soit par le biais de la formation, soit encore une fois par le service RH ou externalisé sur la conduite, la posture du coach. Soit effectivement, je peux être épaulée sur la partie construction de communication, comment soigner ma campagne parce que tout joue là. Parce que pour donner du sens, il faut que les messages sur l'entretien soient passés, sur lequel, je rappelle, rapprochez-vous de vos OCO, mais dans le cadre de la prestation de conseil, vous pouvez être épaulé et pris en charge en toute partie. On peut retenir aussi, vous pouvez vous appuyer sur des réunions d'information sur les dispositifs de formation, parce que là, ça permet la partie un peu plus technique RH, finalement, vous pouvez effectivement demander de l'appui RH au sein de votre entreprise. L'externalisation, on en a parlé au travers du témoignage. Et puis, la dernière chose que j'aurais envie de partager avec vous, parce qu'on a mis ça en place il y a plus de 15 ans aussi, c'est former vos collaborateurs pour les rendre acteurs. Parce qu'il y a certains collaborateurs, en fait, dans leur posture, ils ne savent pas être acteurs. Donc, il y a un moment, voilà, ils râlent, il n'y a rien qui avance, je ne sais pas comment m'y prendre, je ne suis pas bien sur mon poste, mais je ne sais pas quoi faire. Mais il y a un moment, peut-être qu'on peut faire appel aussi un peu à l'extérieur pour envoyer nos collaborateurs sur la formation qui s'appelle « Devenez acteur ». Rendre acteur mes collaborateurs. Comme ça permet, par le biais de quelqu'un extérieur, que le collaborateur, finalement, se fasse un point sur qui il est, qu'est-ce qu'il sait faire et qu'est-ce qu'il voudrait bien faire. Et puis, il reviendra dans son entreprise, après cette formation, avec normalement soit le fait qu'il choisit de rester là où il est, et il est bien, soit il décide de ne plus subir la situation qui ne lui convient pas et d'apporter des solutions à son entreprise, et donc soit au manager, soit au RH. Voilà ce qu'on peut… Mathieu, tu avais peut-être envie de rajouter ? Non, c'est bon ? Je retiens que le timing va déborder, mais j'abonde dans ce que tu dis. En tout cas, merci à tous, merci à toutes et tous. Merci beaucoup Laura pour ce témoignage et puis au plaisir et à très bientôt. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci beaucoup. Au revoir.
Au revoir.